Bon, bonsoir à tous et à toutes. Merci à chacun d'entre vous d'être présents ce soir pour ces journées de l'agriculture et ce temps d'échange spécifique organisé avec l'association Mille Pattes que je remercie. Frédéric Morisot, merci d'avoir choisi la mascara. Je suis ravie de vous accueillir tous individuellement les uns et les autres, mais je voudrais saluer particulièrement quelques personnes qui sont... je présenterai cet aéropage de gens très importants assis à côté de moi qui vont vous faire part de leur passion et de leur connaissance. Mais en premier lieu, je voudrais remercier les autorités présentes ici. Tout d'abord, merci à Serge Deuillet d'être présent, maire de Senlis, conseiller départemental et vice-président au Murtin-Aglo en charge du PAT, du programme alimentaire territorial, du plan alimentaire territorial. Donc merci de ta présence. Je voudrais remercier aussi le Crédit Agricole qui est présent. Merci beaucoup à vous. André Cardona, première adjointe au maire à Saint-Clair-de-Rivière et présidente du CSSCALU. Merci aussi, et représentante du maire qui s'excuse. Merci beaucoup d'être là. Et puis je voudrais remercier, ils se cachent là-bas tous les deux, mais je les remercie vivement d'être présents. Notre voisin et ami Jérôme Bouteloup, maire de Seyss et conseiller départemental qui est là aussi. Et Sophie Touzé, élue à Muret et conseillère départementale également. Merci à tous les deux d'être là et puis merci à chacun d'entre vous en vos qualités respectives. Donc on m'a demandé d'ouvrir cette séance et j'en suis absolument ravie. À la mascara, les questions d'agriculture, de développement durable, de biodiversité sont essentiellement gérées par Éric Lemaillou, qui doit se cacher par là et qui est en train de finaliser les organisations, et Agnès Pochet, qui est là aussi. Agnès, elle a la capacité à dire toujours non quand on dit qu'elle s'occupe de beaucoup de choses. Et c'est eux qui portent ces sujets-là, Éric particulièrement. Et depuis maintenant 2020, notre élection, nous avons développé tout un tas de travaux autour de ces sujets-là. Alors, territoire engagé pour la nature, l'ABC de la biodiversité, un certain nombre de labels et de reconnaissances qui viennent accréditer ce travail qui a été fait et qui permet de mesurer aussi le chemin parcouru. Et puis aujourd'hui, ces journées autour de l'agriculture, parce que la mascara, je viens de l'expliquer à un certain nombre d'entre vous, c'est un village que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, sous certains points, ça nous arrange, qu'on nous oublie un peu pour revivre en cachet. Mais sous d'autres aspects, on n'imagine pas effectivement que ces trois routes qui se croisent ont une vie et un village au milieu. Et dans ce village, il y a effectivement beaucoup d'activités. Et comme il est un peu oublié de tout le monde pense que ce village, il ne s'y passe pas grand-chose et qu'il est que rural. Eh bien non, en fait, aujourd'hui, on a de moins en moins d'activités rurales. Et à ce titre, nous paraissait important d'organiser ces journées de l'agriculture. À ce titre, effectivement, de sensibiliser les personnes encore au fait qu'on a quelques agriculteurs. Monsieur Sicard, approchez-vous en toute discrétion. Approchez-vous. Venez vous asseoir à côté de Gervais du domaine de la Motte, que je n'ai pas cité comme étant parmi les VIP effectivement, le domaine de la Motte, avec qui on a beaucoup de liens à la mascara, et on est ravis de l'accueillir aussi. Et donc, effectivement, nous n'avons plus à la mascara une agriculture extrêmement développée. Et dans l'Assemblée, nous avons, je ne le vois plus, Monsieur Blanquet, quelque part. Ah oui, il est caché au fond, la discrétion, qui est un de nos derniers agriculteurs. Nous n'en avons plus beaucoup. Et nous sommes ravis de l'avoir là parmi nous, bien évidemment. Mais cette volonté, toujours quand même existante, de continuer à essayer de faire en sorte que nous ayons suffisamment d'espace agricole pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir continuer cette activité qui est indispensable. Et on le voit bien dans les périodes que nous avons traversées. Donc, ravi de vous accueillir à tous à ce titre-là. Je voudrais remercier aussi Agathe Pitor de l'Aglo, qui est la technicienne en charge de ce plan alimentaire, qui va aussi intervenir.
Voilà, donc, donc je vais présenter toutes les personnes qui autour rapidement parce qu'elles se présenteront très longuement plus tard. Donc Frédéric Morisot, président de l'association Millepattes, qui a organisé ce moment avec les membres de Millepattes. Donc un grand merci à Frédéric Morisot. Marc Coleman, qui est donc éleveur à Saint-Clar, je le laisserai parler. Monsieur Gélis, qui est céréalier à Saint-Lys. C'est pas ma faute. Je dégage toute responsabilité. À Bon Repos sur Ossonel et chez notre ami de Bon Repos. Monsieur Henri Delpup, qui va être notre connaisseur, qui va être notre universitaire en charge de ces sujets. La locale de l'étape, Anaïs Métayer, toute jeune agricultrice qui vient de s'installer à la Masquère. Et on est ravis d'avoir une maraîchère qui vient de s'installer à la Masquère. Donc on est très contents. Oui, vous pouvez l'applaudir. Parce que s'installer aujourd'hui en tant que jeune agriculteur ou agricultrice, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement ambitieux. Et c'est bien d'avoir de l'ambition. Donc Gervais, du domaine de la mode, que à peu près tout le monde connaît ici, ou en tout cas qui connaît tout le monde. Et Denis Sicard, qu'on ne présente plus non plus, qui est de Saint-Lys et qui dira lui-même toutes les activités qu'il a, et elles sont nombreuses. Je laisse la parole. Alors c'est Henri Delpup qui est géographe et qui est historien et qui va nous faire un petit rappel sur les liens historiques entre la Masquère et l'agriculture. Mais je m'arrête là. Donc bonjour, donc nous sommes à la Masquère et donc je remercie Madame le maire qui nous reçoit avec amabilité. Mais j'ai envie d'élargir ma carrière m'ayant amené à beaucoup voyager pour insister sur le fait que cette amabilité avec laquelle nous sommes reçus, c'est une amabilité qui est coutumière aux habitants de notre Occitanie. Dans d'autres régions, je ne serais pas permis ça. Donc je me permets de remercier Madame le maire, ainsi que vous tous qui êtes présents. Il faut qu'il soit pardon. Voilà. Au fait, où sommes-nous précisément? Je veux dire par là, qu'est-ce qui caractérise la Masquère? Ou si vous voulez, en d'autres termes, d'où ce bourg tire-t-il son nom? Première question. Deuxième question, vous vous êtes aperçu en venant que nous sommes situés sur une terrasse basse de la Garonne, qui est traversée par un certain nombre d'affluents de la Garonne et des sous-affluents. Qu'est-ce qu'implique cette situation-là? Deuxième question. Et puis enfin, ça a été rappelé avec les uns et les autres qui arrivent, qui de Muret, qui de Saint-Lys, qui de Bon Repos sur Ossonel, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire que être à proximité de Seyss, de la Bastidette, de Fonsor, bref, ces petites villes, ou de Muret, qui est quand même un chef-lieu de la communauté d'agglomération, de Toulouse, qui n'est pas si loin que ça, qui est le chef-lieu du département, et de la région Occitanie. Qu'est-ce que ça implique pour la Masquère? Voilà. Donc je m'arrête là parce que le but de la manip, c'est pas que je parle, mais que vous preniez la parole et que vous posiez à mes collègues agriculteurs un certain nombre de questions. Le nom de la Masquère, vous avez peut-être remarqué, en vous garant sur le parking, quand il y a la Masquère, et puis en surimpression, masque. Et bien effectivement, ce nom de la Masquère tel que vous le connaissez, ne date que de 1801. Pas vieux cette affaire-là. Si l'on regarde quelques registres un peu plus anciens, il s'écrivait déjà en deux mots. La Masquère. Bon. Qui est tout simplement la francisation du mot occitan qui était couramment employé, la Masquera. Bon, eh ben avec ça, on est bien avancé, parce qu'en fait, ces interrogations, ou plutôt ces réponses, suscitent plus de questions qu'elles n'éclairent le débat. Aussi, je vous laisse le soin de choisir parmi
au moins 3 propositions que vous pouvez trouver dans la littérature. Alors s'il y a parmi vous des amateurs de fantastique, ils peuvent rêver à une sorcière. Parce qu'en gascon, masca signifie sorcière, qui aurait occupé les lieux. Et la masquère dériverait de la masquiera, terre de sorcière. Bon, si vous voulez, vous avez ce choix. Ou alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais enfin on n'est pas loin du fantastique aussi. Certains ont avancé que le toponyme viendrait de maesquere, à main gauche. Parce que, j'ai pas vérifié, hein, mais je vous laisse le soin, parce que, paraît-il, son église se situerait à gauche de la route conduisant à Muret. Bon. Je retiens simplement à gauche. Et si vous vous êtes un peu intéressé à la question, et je ne vais pas développer, gauche, il y a tout un symbolisme extrêmement développé sur ce mot. Pour ceux qui préfèrent plutôt la référence nobiliaire, il y a la présence, et peut-être que ça s'évoquera par la suite, d'un château, qui malheureusement a brûlé, mais que la municipalité entend rénover. Et donc, à travers ce château, ils peuvent invoquer le nom de la famille Mascarou, et qui tient ce territoire en fief dès 1175 des comtes de Comminges. Pratiquement, ce territoire va rester en cette famille pratiquement jusqu'au XVIe siècle. Là, la descendance s'éteint et ça passe dans d'autres familles. C'est suffisamment long pour que le nom de famille puisse éventuellement servir à. D'autres encore se réfèrent au fait que la masquère, à l'origine, naît d'une création ex nihilo. C'est ce que l'on appelle une sauveté. Autrement dit, c'est un lieu, une ville neuve, si vous préférez une bastide, mais d'origine ecclésiastique. D'origine ecclésiastique, ceux qui se réfugiaient entre 4 croix qui limitaient le terroir étaient sauvés, salvata, étaient sauvés. Donc, c'est une sauveté, et cette sauveté, il y en a beaucoup, hein, donc créée entre le 10e, la fin du 10e, et la première moitié du 11e siècle. Alors, on revient sur quelques points qu'avait soulevé Madame le maire. Effectivement, si on regarde ces textes, on s'aperçoit, ils sont rédigés en latin, qui est la langue juridique jusqu'aux édits de Villers-Cotterêts du XVIe siècle. Et ces érudits voient en masquera, caché, masqué, le nom de l'origine du nom. Alors, masqué, caché, vous pouvez trouver ça un peu curieux, sauf que, essayez d'imaginer que nous sommes au milieu d'une fantastique forêt, une gigantesque forêt dont il reste quelques croupions ici ou là, qui est la forêt de Bouconne. La forêt de Bouconne partait au nord, pratiquement du coude de la Garonne, quand elle oblique pour aller vers l'Atlantique, et pratiquement aux portes des Pyrénées. Elle occupait les 3 terrasses de la Garonne. Autrement dit, on a au bas mot une forêt qui avait, allez, à la louche, 50 km de long, une vingtaine de kilomètres de large. Et qui dit forêt peut très bien imaginer des tas de choses, et en particulier le fait que les quelques routes qui passaient, et on retrouve une problématique contemporaine, les quelques routes qui passaient ne passaient pas à la Masquère. Ils passaient soit un peu plus au nord, soit un peu plus au sud. Donc effectivement, la Masquère était un village, mais un village qu'il fallait chercher, qu'on ne trouvait pas aussi facilement que cela. Hein. Donc ce terme de masqué, bon, pourquoi pas, voilà. Bref, retenez simplement que, et vous faites votre choix, la Masquère reste difficile à expliquer. Toutefois, je retiens l'hypothèse d'une forêt plus ou moins défrichée, c'est l'allusion à la sorcière, à la sauveté, à Bouconne. En fait, j'y vois une manière de questionner la situation géographique de la Masquère. La dernière terrasse avant le fond de vallée de la Garonne. Alors, cette terrasse basse de la Garonne représente une surface plane, vous avez pu le constater, d'environ 1 millier d'hectares, c'est pas rien, avec une largeur à la louche de 10 km. Ce qui est intéressant sur cette terrasse, c'est au moins 3 caractères. C'est au moins 3 caractères. En premier lieu, ce qui peut surprendre,
c'est un sol argilo-calcaire qui tranche avec les limons qui sont au fond de vallée. Bon, en termes clairs, pas terrible, hein. Pas terrible. Et c'est d'autant moins terrible que les géologues, quand ils grattent un peu sous cette première couche, trouvent un sous-sol qu'ils appellent grèpe. Bon, c'est d'abord un conglomérat de galets de diverses tailles, enrobés dans un liant silico-argileux très résistant qui s'est formé à une période périglaciaire. Vous pouvez être un peu surpris, périglaciaire, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, simplement, pour mémoire, il s'explique les terrasses. On oublie vite que la Garonne, telle que nous la connaissons, en période chaude, ressemblait plutôt au fleuve Niger, et en période froide, à quelques grands fleuves de la Russie actuelle, hein, l'Ob, Yenisseï, etc., etc. Donc c'est au cours de cette période-là que ce sous-sol s'est formé. Bon, je retiens simplement que font ce sol relativement ingrat fait que cette forêt de Bouconne a pu durer jusqu'au Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge qui a entamé cette forêt et cette forêt sera entamée jusqu'au XVIIe siècle. On va tailler des clairières, on va couper les bois, on va mettre en culture. Pendant une longue période, 11e, 17e, on met quasiment 5 siècles pour venir à bout de cette forêt et créer en gros le paysage que nous avons actuellement sous les yeux. Donc ça laisse entendre que la qualité des sols joue un point important. Deuxième caractère, l'eau. L'eau, effectivement, se présente, hein, on la trouve un peu partout, sous la forme d'un tissu de rivières et de petits rues, tournés vers la Garonne, évidemment, sauf que leur débit reste aléatoire. Il est difficilement maîtrisable entre les moments de crue et les moments de très basses eaux. Alors, au fil du temps, bien sûr, on a construit divers ouvrages hydrauliques. Le plus fameux que vous connaissez, parce que vous y êtes passé dessus, c'est le fameux canal de Saint-Martory, qui cherche à régulariser une ressource dont on ne peut se priver. On va perdre ce point de vue. Puis en troisième lieu, voilà, nous l'avons actuellement sous les yeux, ou plutôt c'est lui qui nous regarde, le climat. Ce climat, c'est ce qu'on appelle aquitain. Ouais, moi je veux bien. Mais enfin, si c'est un aquitain passablement dégradé. C'est-à-dire que les orages d'été, c'est ce qui caractérise le climat aquitain, hein, il est relativement doux l'hiver, un peu moins humide que chez les Bretons, mais les orages en été. Alors donc ici, on peut avoir des orages en été, voilà. Mais seuil de Naurouz, pas très loin. Autrement dit, on est aussi sous une forme d'influence méditerranéenne, elle aussi dégradée. C'est-à-dire que, vous l'avez peut-être remarqué, on a des hivers plutôt tardifs, et plutôt moins marqués. Ce qui revient à dire que cette terrasse sur laquelle nous sommes actuellement, et cette région qui s'y trouve, les communes qui s'y trouvent, peuvent connaître de fortes sécheresses estivales. Statistiquement, il y a au moins 30 jours par an de forte chaleur. Parfois aussi de longues périodes de gel. On a repéré jusqu'à 44 jours. Et voire des pluies plus qu'abondantes. 94 jours. Donc, vous êtes agriculteur, essayez donc d'imaginer comment vous allez organiser vos productions avec autant de critères, un sol pas terrible, un climat plutôt fantasque, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Madame le maire, dans une région qui n'est pas forcément traversée par. Voilà. Donc, si je résume, la Masquère se retrouve dans un environnement qui ne va pas de soi. Et quand je dis que ça ne va pas de soi, je vous signale que les uns et les autres qui habitaient la Masquère, vous devez le savoir mieux que moi, j'ai repéré ça sur un certain nombre de cartes, vous avez des lieux-dits qui s'appellent Boulben ou Terrefort. Bon, ça dit un certain nombre de choses sur la qualité de ce sol. La Chambre d'agriculture, elle considère que moins de la moitié des terres de la Masquère mérite le qualificatif
d'arables. Tandis qu'un quart se voit catalogué de zones agricoles hétérogènes. Alors, ils ont le chic à la Chambre d'agriculture d'avoir des formules pour ne choquer personne. J'ajouterais que l'eau pose aussi question par l'irrégularité de sa présence, tantôt trop abondante, tantôt insuffisante. Ouais. Donc, aux hommes de s'adapter. C'est-à-dire vous et moi, mais aussi nos ancêtres. Parce que la présence humaine, aussi paradoxale que ça puisse paraître, la présence humaine à la Masquère et dans les environs remonte, bon, à coup sûr au Moyen-Âge. Hein. C'est eux qui ont construit, c'est eux qui ont bâti, c'est eux qui ont commencé à défricher, et c'est eux qui ont pérennisé le lieu. Mais on a des traces beaucoup plus anciennes. Dès la préhistoire, on va trouver des hommes qui ont vécu dans les coins. Les Romains, l'île Jourdain, etc., ont toujours regardé cette forêt qui occupe les terrasses avec suspicion. En fait, ils ont considéré que cette gigantesque forêt était en fait une belle frontière naturelle entre le pays civilisé, qui est la terre qu'ils occupaient, voilà, donc Toulouse et la vallée de la Garonne en descendant vers la Méditerranée, et puis les autres, les Gascons, les Basques, Vasconia, c'est le même terme, hein, qui sont de l'autre côté de la forêt, pour lequel il faut un peu se méfier. Voilà. Et donc, on ne touche pas à cette forêt qui permet en quelque sorte de rester là-dessus. J'ajouterais que ces Romains, même s'ils avaient voulu mettre en valeur ces terres, auraient eu du mal parce que tout simplement leurs outils ne sont pas adaptés à des sols lourds, à des sols caillouteux, etc. Donc, ils n'ont pas cherché à se mettre à l'heure. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est au Moyen-Âge que le gros du travail se fait, mais c'est un travail de longue haleine qui, curieusement, a fait vivre, et je dirais même prospérer, les communautés qui s'y trouvaient. Donc, en gros, on distingue 3 périodes, hein, pour faire rapide. Donc, allez, 11e, 13e siècle, c'est là où se crée le village, c'est là qu'on défriche, c'est là que les populations augmentent, etc. On voit se multiplier les villages, les bourgs, les villes. Voilà, dans le coin, hein, la toponymie le donne, hein, la Bastidette, une petite Bastide. Hein. Mais Saint-Clar, qui est aussi une sauveté. Voilà, Saint, hein, une sauveté. Les curés se sont mêlés de la chose. Pendant cette période, oui, on peut dire de prospérité, hein, d'expansion à la fois démographique, humaine, économique, etc. Il semble que la vigne et l'élevage assurent la réputation des villages de cette terre. Donc, ici. Par contre, la période qui succède immédiatement, qui s'étend du XIVe au milieu du XIXe siècle, se caractérise par un temps de chaos. Alors, je vous le rappelle simplement, temps de chaos que résume une prière que l'on a pratiquement récitée à chaque office religieux jusqu'à la veille de la guerre de 14. Seigneur, de la faim, de la peste, de la guerre, délivrez-nous. Effectivement, les épidémies, en particulier la peste, hein, tuent à la louche la moitié d'une génération en quelques mois. Les guerres et la soldatesque, quand elles passent par là, nous sommes plus ou moins sur une zone frontière ici. Hein, entre, alors, l'Aquitaine et Bordeaux, capitale bis du royaume d'Angleterre, Toulouse, le comté, capitale bis du royaume de France, la fameuse guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc et tout ce qui s'ensuit, vous en avez entendu parler. Bon, hop, la soldatesque passe, etc. Il n'y a pas de caserne, il n'y a pas d'économat, il n'y a pas etc. Donc on vit sur le pays. Ensuite, vous avez les conflits religieux, etc. Et puis les guerres de succession, les Espagnols sont pas loin, hein. Les guerres de succession, etc. etc. Bon. Donc quand la soldatesque passe par là, eh ben, elle décime les populations. Au sens propre, hein. 1 sur 10 disparaît. Là aussi, en très peu de temps. En très peu de temps. Et puis, on l'oublie toujours, les famines. Les famines, alors à l'origine, bah, vous comprenez, la peste arrive, on vous tue la moitié des gens. Vous croyez qu'ils vont faire les récoltes? Vous croyez qu'ils vont semer? Vous croyez qu'ils... Non. Donc,
pour les survivants, comment on bouffe? La soldatesque passe, qui pille les réserves, qui détruit, etc. Et on fait comment là? Et on fait comment? Voilà, donc, puis le temps. Hein, le temps. Pour mémoire, simplement pour mémoire, en 1789, donc dans ces années, allez, je vais dire à la louche, 1780, le royaume de France passe pour être le royaume le plus prospère d'Europe. Une pièce d'argent sur deux est frappée par le royaume de France. Or, dans ce royaume de France si prospère, en temps normal, enfin, quelle que soit la situation climatique ou autre, seul 20% de la population est assurée de manger à sa faim. En temps normal, il pleut quand il faut, les soldats, il n'y en a pas, ils sont partis faire les andouilles en Espagne ou ailleurs. Grosso modo, allez, on arrive entre 50 et 60% de la population qui vit, fait quelques économies, va faire des achats sur les places, etc., etc. Mais si vous faites le calcul, allez, 60, je vais tôt là, 60, tout se passe bien, plus les 20, les 80, ça veut dire que quelle que soit la situation, 20% de la population fait des trous supplémentaires à sa ceinture, souffre de la faim tous les jours. La seule préoccupation, Seigneur, donne-nous le pain de ce jour, dans le Notre Père. Pour les gens de l'époque, cette formule a un contenu tout à fait réel. Et le royaume de France passe pour le plus prospère. Vous imaginez ce que ça veut dire derrière pour les autres. Et donc, ça vaut pour la Masquère, évidemment. Ça vaut pour la Masquère. À tel point que, à 30%, à tel point que l'espérance de vie tombe à moins de 30 ans. Je voudrais, alors, juste 2 phrases pour rebondir sur la problématique qui a été soulevée et qui me paraît importante. J'ai parlé des villes. Effectivement, à partir du 19e siècle, en gros la Révolution, vous voyez s'effacer une civilisation agraire qui se met en place au 5e millénaire et qui disparaît progressivement à partir du début du 19e siècle, 1831, pour s'accélérer au cours du 19e et du 20e siècle. Les guerres, la révolution industrielle, l'essor urbain. J'ai posé la question des villes. Avant, qui tenaient la terre, tenaient la ville. Aujourd'hui, la ville commande. Et vous voyez ce que ça veut dire pour les agriculteurs et d'une manière générale le monde rural. On mange quoi et comment? Ce n'est plus l'agriculture vivrière, c'est forcément une agriculture commerciale parce que les gens achètent. Ils achètent et c'est eux qui paient, donc celui qui paie commande. Ensuite, la gestion des espaces. Les villes augmentent. On les loge où, ces gens-là? Et comment on protège les sols? Comment on protège les espaces? Il faut loger d'un côté, il faut protéger de l'autre. On fait comment là? À nouveau, la ville va imposer ses contraintes. La ville va imposer ses contraintes. Et j'ajoute, enfin, et je m'arrête là, parce que la problématique a été soulevée, l'eau. Et la protection de l'eau, les rivières, les ripisylves, etc. Je vous remercie. Je laisse circuler la parole. Juste 2 mots, avant de laisser la parole à Frédéric Morisot. Moi, effectivement, depuis que je suis élue, et Agnès a travaillé sur ces sujets-là, elle va dire non, mais c'est vrai, et pas qu'elle. On a un certain nombre de la Masquerois qui ont travaillé sur ces sujets-là. Effectivement, masquer à gauche, ça nous va bien, en fait. C'est pas un problème. C'est quelque chose qui effectivement est ressorti dans les livres d'histoire. Voilà. Dans les livres, il y a eu un travail qui a été fait par alors je ne sais pas si c'est un club d'histoire de Muret, auquel certains Masquerois sont rattachés. Et tout le travail qui a été fait, il y en avant ces origines que vous avez évoquées, effectivement. Et le caractère caché par la forêt aussi, effectivement, du coup, qui nous préserve. Et aussi des choses, sans faire référence à des temps contemporains, mais le fait de travailler en milieu hostile. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a l'habitude à la Masquère. C'est quelque chose qui nous poursuit, malheureusement. On aimerait bien être dans un monde moins hostile.
Merci, bonsoir à toutes et à tous, avec nos remerciements à la commune de La Masquère pour ce partenariat sur ce qu'on appelle Champ d'échange, la deuxième édition de Champ d'échange. Merci aux partenaires Crédit Agricole et au Murtin Aglo. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Henri Delpup, notre pain quotidien, les villes dominent. On se situe ici en contrepoint par rapport à ce deuxième propos à travers les Journées nationales de l'agriculture. Ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ce sont les Journées nationales de l'agriculture au niveau national. Des événements divers et variés sont organisés pour promouvoir le métier d'agriculteur et l'agriculture. Et donc on a rebondi sur cet événement national, pour organiser ce type d'échange entre des agriculteurs et ce qu'on aime appeler des citoyens consommateurs, pour mieux se comprendre et pour mettre en valeur le métier d'agriculteur. Donc quand je dis nous, qui on est, donc Mille Pattes, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 7 ans, qui est composée d'agriculteurs, de citoyens consommateurs, d'élus locaux, et de personnes qui ont des compétences autour des questions agricoles, pour permettre à tous l'accès à une alimentation de qualité. On œuvre pour le revenu des agriculteurs, pour les transitions agroécologiques, c'est important. On ne pense pas qu'il y ait un modèle unique, mais que chaque agriculture est engagé ou va être engagé dans ce type de transition. Et évidemment, les adaptations au changement climatique. Donc notre force, c'est d'agir en réseau entre différentes catégories, et notamment le lien entre les agriculteurs et les consommateurs et les élus locaux. On fait beaucoup de communication, mais nos types de communication, c'est quoi? C'est par exemple visiter des exploitations agricoles tous les 2 mois, organiser des causeries, organiser ce type d'événements. On monte des projets, comme par exemple un groupement d'intérêt économique et environnemental autour des légumes secs et de la lentille. On fait des connexions, par exemple, on travaille avec la Croix-Rouge de la Haute-Garonne pour approvisionner en produits locaux une épicerie solidaire pour les étudiants à l'Université du Mirail. Donc ce type de choses. Alors avant que le débat soit engagé avec les agriculteurs, je voudrais donner quelques points de repère sur l'agriculteur et son métier, sous le contrôle de mes amis. D'abord, point de repère, ne pas oublier que l'agriculteur, c'est un producteur. Il produit ce qu'il y a de plus noble, ce qui nous nourrit, et pas que, il y a des produits pour l'industrie également. Il les met à disposition soit en direct, soit à travers des transformations, soit à travers des réseaux de distribution. Mais c'est d'abord un producteur qui a le souci de la quantité et de la qualité, on pourrait dire de la qualité et de la quantité de ce qu'il produit, et il doit vivre de sa production. C'est quand même très important. Alors qu'aujourd'hui, on a 20% des agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté, même si ce genre de statistique ne veut pas forcément dire grand-chose. Ceci pour une quantité de travail quand même très très significative et bien au-dessus des 35 heures réglementaires. C'est un producteur, mais c'est aussi quelqu'un qui apporte des services à la communauté, à la collectivité, la préservation de nos paysages, l'entretien, la protection des sols contre l'érosion, la captation de carbone à travers ces espaces herbagés et d'une certaine façon, à travers un certain nombre de pratiques, la biodiversité. Mais à contrario, il peut avoir des effets négatifs sur l'environnement. Tout comme la plupart des activités humaines, qu'on parle de l'industrie, qu'on parle du tourisme, qu'on parle de créer des infrastructures, donc que ce soit par les pollutions de nappes, par les émissions de gaz à effet de serre, par des ruissellements, toutes choses qui sont de plus en plus encadrées par les lois. Et il y a aussi des effets qui peuvent être considérés comme fâcheux, mais qu'il faut absolument accepter, puisque c'est la règle de l'agriculture en milieu rural. Ça peut être du bruit, ça peut être des odeurs, ça peut être des encombrements, mais qui doivent être acceptés, puisque sans l'agriculture, nos villages n'auraient pas l'allure qu'ils ont aujourd'hui. Trois points rapidement sur les 3 aspects. Le sol, l'eau, les consommateurs. Donc l'eau, c'est un patrimoine extraordinaire. On s'en rend de plus en plus compte. Alors Henri l'a évoqué, on parle de des terres de Terrefort, des terres de Boulbène, qui ont toutes des aptitudes différentes et qui permettent
des activités agricoles différentes, mais on réalise toute l'importance de préserver ces sols. Et ces sols, ils se dégradent. Il y a des problèmes d'artificialisation, il y a une fertilité qui peut être qui baisse. On observe souvent une baisse continue des rendements. Il y a des érosions dues à certaines pratiques, d'où la nécessité de promouvoir un certain nombre d'approches nouvelles dont on parle de plus en plus. Un travail du sol avec le minimum de labour, voire sans labour, les couverts végétaux, l'introduction de légumineuses dans la rotation. Et donc on voit que l'environnement change. Ce qui faisait les labours classiques, on les voit moins. On a des champs qui sont moins rectilignes qu'auparavant, mais ça c'est l'évolution des choses. Et ça va dans le sens de l'évolution vers des pratiques plus agroécologiques. L'eau, c'est basique, mais il faut le rappeler, elle est impérative par la pluviométrie ou par le stockage. Et en fait, le changement climatique, qu'est-ce qu'il nous montre? Ce qu'on constate en Occitanie, c'est que les quantités de pluie sur une année sont à peu près les mêmes, en tout cas sur notre région. Mais la répartition est différente. Il pleut beaucoup moins en été, et on va vers des tendances semi-arides, surtout si on regarde vers les Pyrénées orientales. Par contre, il pleut davantage au printemps et en hiver. Et donc, ce qui justifie d'autant plus la nécessité de stocker l'eau. Il faut continuer à stocker l'eau. Et ça va dans le sens de pratiques écologiques. Alors effectivement, il faut le faire correctement, mais ces oppositions au stockage de l'eau sont souvent stériles. Et donc, même si on sait que les cultures doivent s'orienter vers moins de consommation d'eau, qu'il faut aller vers des cultures plus résilientes, c'est le maïs et l'irrigation qui ont fait le succès de notre région. Tout ça va évoluer, mais il faut continuer à stocker l'eau et la distribuer quand la plante en a besoin. Dernier point, et je finirai là-dessus, les consommateurs. Ce qu'il faut noter ici, sur notre région et sur le territoire d'action de Millepattes, qui correspond grosso modo à ce qui existe en Haute-Garonne et dans le Gers, entre Toulouse et les Pyrénées, on a une diversité de produits assez incroyable, vraiment incroyable. Y compris des pâtes alimentaires, de l'huile, des produits laitiers, des produits, des légumes secs. On peut s'approvisionner très largement en direct. Et là, effectivement, on apporte le revenu aux agriculteurs. Donc, continuer à le faire. Il y a une tendance au niveau du Covid, mais il faut continuer à acheter chez les producteurs. Et c'est possible, et on y contribue. Vous avez sur notre carte Millepattes un certain nombre d'adresses. Et puis, il y a une loi qui pousse la demande publique à aller vers plus de produits bio et durables, qui sont des produits, généralement des produits locaux, des produits à label. Et donc, il faut continuer à encourager, notamment le Murtin Aglo, sa cuisine centrale, à aller vers plus d'approvisionnement bio local, parce que c'est bon pour nos agriculteurs. Ça peut vouloir dire que pour chaque repas, c'est très rapide, 1 euro sur chaque repas servi à nos enfants par jour peut aller à l'agriculture locale, très schématiquement. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Donc, l'effet est manifeste. Et donc, je vais passer la parole à Agathe Peter, qui va nous parler du PAT du Murtin Aglo. Et je sais que c'est un de vos axes de travail importants. Oui, on va demander à Agathe Peter de venir nous parler du Murtin Aglo. En fait, il faut comprendre que c'est une labellisation du ministère de l'Agriculture. Notre territoire aujourd'hui, il est labellisé, donc on est en phase d'émergence. Donc notre but, c'est de comprendre comment est notre territoire, mettre en lien les acteurs et pour faire émerger des actions. Donc c'est pour ça qu'on a eu à travailler avec Millepattes pour faire un diagnostic de notre territoire. Comprendre quelles étaient les grandes filières. Donc aujourd'hui, c'est surtout une filière grande culture avec plutôt coopérative, et donc ça part, on voit pas trop le produit fini sur notre territoire. Mais nous, on travaille justement pour avoir un retour au niveau du territoire. C'est pour ça qu'on a 3 grandes actions qui est justement structurer les filières et permettre d'avoir plus d'agriculteurs sur nos territoires et avoir de l'alimentation locale pour la population murtaine. Avoir une alimentation durable et responsable au sein de la restauration collective, puisque le Murtin a donc 2 cuisines centrales qui approvisionnent aujourd'hui toutes les cantines scolaires
sur notre territoire. Donc ça représente à peu près 12 000 repas par jour. Et justement informer les consommateurs et leur montrer que c'est possible de manger localement sans se ruiner, sans dépenser plus, et qu'il faut aller consommer des produits de saison, des produits qui sont peut-être ils ont moins l'habitude de consommer, reprendre l'habitude des légumineuses, des choses comme ça. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui que je suis venue. Merci beaucoup de nous avoir invités. Est-ce qu'on peut remercier Agathe qui est venue, je le rappelle, alors si nous on est élus et certains passionnés, elle est dans le cadre de son travail qui la passionne aussi, et on est samedi et je la remercie très chaleureusement d'être venue. Serge, tu veux rajouter quelque chose ou deux mots peut-être? Merci. Donc juste 2 mots. Bonsoir à tous. Puisque je représente le Muretin Agglo, je suis le Serge Deuil, le vice-président en charge du projet alimentaire du territoire. Et je remercie beaucoup Madame Pitor de m'accompagner sur ce projet-là, parce que tout le travail est mené avec les équipes, et sans les équipes, on le sait, n'est-ce pas, on n'avancerait pas beaucoup tout seul. Donc en tout cas, merci. Le Muretin Agglo s'est engagé dans cette démarche parce qu'elle est importante. On fête aujourd'hui le 80e anniversaire de la libération et puis du débarquement et tout ça, et 80 ans d'agriculture intensive, et les comportements sont en train de changer complètement, et c'est pour ça que le Muretin Agglo accompagne les manifestations comme celle-ci, parce que nous sommes dans un travail de sensibilisation avec tous les acteurs du territoire, parce que il faut changer nos modes de pratique, il faut changer nos modes de consommation, il faut changer un certain nombre de choses, et ce n'est que collectivement que nous pourrons le faire. Les cuisines centrales, vous l'avez dit dans Pitor, sont engagées sur des produits locaux, bio. On commence à travailler avec les producteurs de Seyss, mon collègue Jérôme Bouteloup est là, et on travaille aussi en partenariat, où on commande des productions, tout le monde s'adapte, on fait des petits pas par petits pas pour proposer effectivement une alimentation avec des produits locaux de secteur, et je ne serai pas plus long. Voilà, mais en tout cas, merci Mme Pitor d'être là, parce que vous avez été invité, vous êtes dans le cadre de votre travail, et merci de passer ces temps pour ces animations qui sont extrêmement importantes, et merci Mme le maire de votre accueil. Avec plaisir, Serge. Nos conseillers départementaux sur la question de l'eau, peut-être, mais bon, même si pas trop long, parce qu'on est tous venus pour... voilà. Sophie, tu veux dire 2 mots? Ou sur l'eau, ou ce que tu veux. En fait, par rapport à l'action du département sur la question de la bifurcation écologique, qui est le terme privilégié par notre président. Donc la question de l'eau, c'est un sujet majeur, évidemment, on ne va pas en discuter, et il y a une volonté forte de la part du département d'être un acteur essentiel dans la question de la ressource en eau. Alors, quand on parle de réservoirs, enfin, je pense qu'il faut être prudent, peut-être qu'on ne parle pas tous de la même chose, c'est pour ça que j'ai un petit peu tiqué quand on parlait de ça, mais je vous invite à prendre connaissance de la démarche du département, qui est vraiment très audacieuse et très innovante sur la question des ressources, de la ressource en eau, et plus directement par rapport au sujet d'aujourd'hui, il y a aussi de la part du département, alors sur la question de la restauration scolaire, mais pour la compétence des départements, c'est-à-dire les collèges, puisque le Muretin Agglo a la compétence pour les écoles, et le département a la compétence pour les collèges, la région a la compétence pour les lycées. Donc le département de la Haute-Garonne s'est engagé dans une démarche qui vise un 100% bio local dans toutes les restaurations scolaires au niveau des collèges d'ici les années à venir. Il y a déjà un certain nombre de collèges qui sont dans l'expérimentation, parce qu'il y a évidemment énormément de repas à fournir, donc il faut voir la faisabilité, les ressources locales. Donc il y a déjà beaucoup de collèges qui sont engagés, et l'objectif c'est avant la fin de cette décennie d'arriver à 100% local et bio dans toutes les assiettes des collégiens. Voilà. Merci Sophie, espérons que nous y arrivons. Ce qui voudrait dire beaucoup de débouchés pour nos agriculteurs, et on souhaite à tous aller vers ça. Merci d'avoir été rapide aussi, ce qui n'est pas toujours le cas de tous de toutes nos prises de parole. Pardon. À vous maintenant. Alors, on va... pardon ? Ils vont se mettre au milieu, on va se décaler. Donc on va commencer... qui veut prendre... Denis, il a le micro. Voilà, donc allez. Oui, normalement ça marche. Hein, non, ça marche pas, je vais vous passer le mien. Donc Denis Sicard. Ah non, j'ai mis... C'est où?
Oui, bon. Allez, Denis Sicard. Qu'est-ce que tu veux que je dise Peut-être une présentation? Ah oui, voilà. Je fais quoi? Je fais quoi je me le pose la question tous les jours d'ailleurs. Je suis agriculteur depuis 1986. Je suis pas fils d'agriculteur, j'ai décidé de m'installer sur la route de la Masquerne, mais de l'autre côté de la frontière. À gauche, puisque c'est par là, vers Saint-Lys. Je suis à Saint-Lys, Sainte-Foy et Riom. Voilà, j'ai une centaine d'hectares, je fais des noisettes, des petits fruits qui sont en vente directe et des eucalyptus qui sont pour la pâte à papier. Il y a une plantation à côté, il y en a une plantation par là, enfin il y en a un peu partout. Par là, oui, là c'est à droite. Là. Et je croyais qu'il fallait dire à gauche. Donc, voilà, et quelques céréales. Merci Denis. Anaïs? Donc moi du coup je suis agricultrice sur la commune de la Masquère en production de fruits et légumes et donc voilà, donc je fais essentiellement de la vente directe en pleine saison et en plein champ et à gauche aussi. Et voilà. Attention pour ceux qui n'y seront pas du coup. Du coup Gervais Valois, domaine de la Motte. Donc Gervais Valois, responsable du domaine de la Motte. Donc depuis 2018, originaire du Nord mais pas de Montauban, du Grand Nord. Donc avec des sols qui sont complètement différents. Donc responsable du domaine de la Motte, c'est une exploitation qui est une annexe de l'école d'ingénieurs de Purpan, où on forme 1500 étudiants sur le cursus ingénieur et agro-bachelor. Ce territoire et cette exploitation est importante, ça leur donne une partie pratique par rapport à ce qu'ils puissent comprendre de l'enseignement et une certaine réalité du monde agricole. Notre vocation, donc, c'est la pédagogie. C'est orienté sur 4 axes. Donc la pédagogie par rapport à l'école, la production, on produit sur 250 hectares, 1 250 000 litres de lait. On gère aussi 4 plateformes de recherche. L'école elle est constituée de 78 enseignants-chercheurs. Et donc on doit être proactif justement par rapport aux défis alimentaires qui nous attendent, notamment aussi sur la partie biodiversité. Donc les plateformes de recherche se composent sur la production laitière, la production avicole, la production végétale où on a 500 microparcelles qui sont justement étudiées, et la méthanisation. Donc souvent les agriculteurs étaient associés quand il y avait de l'élevage à des pollueurs. Et là maintenant, moi, je prendrais plutôt le terme d'énergiculteur, donc avec les effluents d'élevage, on en produit du méthane pour produire de l'électricité. Au-delà de cette électricité, on produit aussi, on a des hangars agricoles avec des panneaux de photovoltaïque. Là, on est en train justement de rééquiper, on sera complètement autonome et excédent en production d'énergie. Donc on sera en énergie positive. Et notre dernière vocation, c'est aussi le rayonnement. Donc auparavant, on avait tous un lien de parenté avec quelqu'un du monde agricole, des parents qui étaient dans le domaine, un oncle, une tante. Et donc on avait cet enseignement, quelque chose qui était inné. On parlait souvent aussi du bon sens agricole, du bon sens paysan. Ça s'est perdu un peu. Et du coup, nous, notre vocation en tant qu'exploitation de l'école, c'est on reçoit à peu près entre 8 et 9 000 visiteurs sur le site par an. Donc beaucoup de partenaires et de professionnels du monde agricole, mais on avait fait nos premières portes ouvertes l'an dernier où on avait accueilli 2500 personnes sur le week-end, et c'est des choses qu'on va renouveler, qu'on n'a pas renouvelé cette année parce qu'on est dans une période de travaux, mais on a besoin de ce contact avec le public. Et dernier défi aussi, on entend que les jeunes maintenant sont un peu perdus, recruter du personnel dans beaucoup de secteurs d'activité c'est compliqué. Vous avez certainement entendu parler de Parcoursup, que les jeunes se sont désintéressés un peu des sciences. Il y a eu des changements, même au niveau du baccalauréat où les mathématiques avaient été abandonnées. Donc nous, dès qu'on récupère ces jeunes en école supérieure, c'est compliqué de remonter ce niveau, de récupérer. Il y a eu quelques modifications qui permettent cette amélioration. Et on a développé aussi, nous, le Purpan Agritour. Donc ça fait 2 ans qu'on a mis ça en place. Donc c'est des étudiants de chez nous qui reçoivent des lycéens. Et du coup, on fait différents pôles de visite
Donc c'est un pôle sur la partie production animale, un pôle sur la production végétale, la partie biodiversité et l'environnement. Et du coup, en fait, comme on forme à plus de 300 métiers différents, ça donne peut-être une vision à nos jeunes et ça les encourage certainement à garder des spécialités à partir de la première ou de la terminale, notamment sur la SVT. Voilà. Merci Gervais. Effectivement, Purpan, je vous invite à aller aux portes ouvertes. Et il y a un vrai travail à la fois pédagogique et un vrai travail de recherche qui est mené. Donc c'est extrêmement passionnant. Et puis vous avez des gens passionnés, comme il faut l'être. Peut-être Bernard Gélis aussi, la passion. Sinon on ne fait pas ces métiers-là. Donc moi je suis agriculteur à Bon-Repos-sur-Saunel, sur les premiers coteaux du Gers, donc, la limite avec le Gers. Je suis en grande culture sec, donc je fais des céréales, donc du blé tendre, du tournesol, du colza. Cette année, j'ai introduit un peu le sorgho à cause du climat hivernal, qui a été un peu compliqué, sur 160 hectares. Et donc, je me suis installé en 1996. Voilà, suite, j'ai une exploitation familiale. J'ai repris la suite de mon père. Très bien, merci. Marc Coleman, notre voisin. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis issu, mes parents étaient éleveurs maraîchers. Et j'ai fait des études pour pas être éleveur maraîcher. Quand on travaille tous les soirs avec ses parents, on s'est dit, bon, on va pas faire ce métier. Et après 20 ans d'aéronautique, il y a eu le Covid et des départs volontaires pour faire autre chose. Avec des primes, il faut avouer. Alors du coup, je me suis lancé dans éleveur au vin, à Saint-Clair-de-Rivière. J'ai pas de terre par contre, je suis un berger sans terre. Et c'est grâce aux agriculteurs céréaliers du coin et quelques propriétaires qui ont des terres à droite à gauche que je pâture avec mon troupeau à droite à gauche, quoi. Je voyage un peu. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a poussé vers les ovins ? J'ai vu un reportage une fois sur France 3. Vous savez, le dimanche souvent, avec, il parle un peu en patois ou je ne sais. Et c'était un jeune qui s'était lancé entre éleveur au vin, mais sans terre. Et il avait, et ça m'a fait tilt et je lui ai dit, c'est chouette. Et en discutant avec d'autres agriculteurs dans le coin, ils m'ont dit, nous on fait des couverts. Et on peut pâturer des couverts, et c'est ce qu'il faisait. Et après, j'ai vu à droite à gauche des prairies disponibles, et alors je me suis dit, allons-y, quoi. Il faut tenter. Donc un cheptel de... Donc, alors j'ai 120 brebis, mais comme je vis, je donne pas de grains, pas de foin, c'est vraiment 100% plein air. Donc mes agneaux grossissent, ils mettent beaucoup plus de temps. Et donc là, je suis pas loin de 300 têtes à peu près en ce moment. Voilà, je compte pas mes moutons tous les soirs, j'avoue. On n'y arrive pas. Voilà. Et pour une production locale et une distribution locale. Tout est vendu en vente directe, locale, en colis. Donc je peux pas faire comme les supermarchés, vendre 3 côtelettes ou 2 tranches de gigot, parce que sinon j'y passerai un temps fou à la vente. Donc je fais plutôt des colis. Voilà, donc il faut comprendre ceux qui font de la vente directe. Des fois, on ne peut pas passer autant de temps à vendre pour... peut-être Anaïs le fait, mais venir pour 3 tomates et revenir le lendemain pour une salade, moi, je ne sais pas si je le ferai. Moi, je ne peux pas passer autant de temps pour la vente. Donc, je préfère faire des colis, et une fois par mois, j'ouvre 3 heures par-ci, par-là, et... Donc je ne peux pas mettre autant de temps qu'un supermarché. Voilà, c'est un peu différent, quoi. Et par contre, c'est local et je suis très content que les gens viennent chez moi chercher les colis. Et en général, 90% part à moins de 10 km à la ronde. Voilà. Mais si vous êtes un peu plus loin, ça ne me dérange pas de le dire. Du moment que c'est vous qui faites le trajet, voilà. Du coup... Bernard, c'est pareil, vous disiez que vous aviez repris l'exploitation familiale ? Voilà, tout à fait, oui. Et directement, après l'école ? Après les études, j'ai repris directement l'exploitation. Et vous n'avez pas eu peur ? Non, à l'époque, non, pas du tout. À l'époque, le contexte était plus favorable, en 96, mais donc j'ai pas eu peur du tout, non. Et pourquoi cette envie ? C'est toujours un métier qui m'a plu quand j'étais jeune. J'ai toujours eu
j'ai toujours participé aux travaux sur l'exploitation et après j'ai fait des études agricoles et donc je me voyais pas faire autre chose. Donc vous, quand vous envoyez au champ, c'était pas parce que vous étiez puni? Pas du tout. Hein. Ouais, d'accord. Avec plaisir. Et du coup, les études agricoles, où ça? Alors j'ai fait Onde, j'ai fait un BT à Onde, puis je vais faire un BTS à Carmont. Voilà. Mais un génie mécanique agricole. D'accord. Denis, c'était là par contre, c'était pas une exploitation familiale? Ah non, pas du tout, non. Et en habitant au centre-ville, quand j'ai dit Il y à avait mon... peu de champs. Moi c'est simple, je voulais conduire un tracteur, donc pour avoir un tracteur, il faut aller en acheter un. Et pour en acheter un, il valait mieux être agriculteur, quoi. Et donc ça a commencé comme ça. Bon, je me suis dit quand même, il fallait faire des études agricoles. Puis après, bon, j'ai passé un BTS aussi agricole. Et puis après, j'ai trouvé que je n'étais pas bien. Donc, en fait, je suis sorti du CNAM, des arts et métiers. Donc rien à voir en termes de gestion. J'ai toujours compris qu'il fallait compter avant de produire. Voilà. Et c'était quoi la deuxième question? C'est si on regrette? Non? Pas non, encore. je ne regrette pas. Non. Anaïs, le parcours, les motivations? Alors moi du coup j'ai fait un bac pro CGEH en conduite et gestion de l'entreprise en spécialité hippique et après un BTS technico-commercial en agroalimentaire et agrofourniture. Sortie de mes études, je suis partie travailler 3 ans dans un domaine un peu plus général pour avoir assez de trésorerie pour pouvoir m'installer. Et depuis je suis en bail fermage chez Monsieur Béret donc pour 20 ans il me semble. Il me semble. Oui, je crois que c'est 20 ans quand même. Oui. Et pourquoi maraîchage? Parce que j'ai toujours voulu Pourquoi faire ça, voilà, ouais, et du coup je me suis dit que c'était le moment dans ma vie de commencer à le faire. Voilà. Monsieur Jean Béret ici présent, que nous saluons tous. Voilà. Gervais, pourquoi ces domaines-là? Alors pourquoi ce domaine? Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit aussi. Ouais. Plutôt dans un domaine surtout sur de l'élevage, des productions agro-industrielles, donc tout ce qui est pommes de terre, betteraves sucrières, dans le Nord. carottes, Voilà, c'est ça. Un terroir différent. Et aussi j'avais un prénom prédestiné, donc Gervais, donc pendant 20 ans je suis travaillé dans la transformation laitière. Ça s'invente pas quand même. Voilà, j'ai subi pendant toute mon enfance des petites moqueries et tout ça, et on en a rigolé. Donc voilà, et puis après le fait d'être présent sur des gros salons à Paris, d'animer au niveau régional des associations de vendeurs directs dans la transformation laitière, c'était quelque chose qui était assez plaisant. Et après l'opportunité s'est présentée de dupliquer la même chose ici pour l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc voilà, transmettre justement le savoir à des futurs professionnels du monde agricole, c'est toujours intéressant. Ce que je vois de vos parcours, des similitudes de vos parcours, c'est que être agriculteur, c'est pas juste, alors pardon Denis, mais c'est pas juste conduire un tracteur et s'occuper des champs, c'est être vraiment entrepreneur, savoir compter. Vous avez tous fait des études. Ça va un peu à l'encontre des images qui peuvent être encore véhiculées sur les agriculteurs. Alors les images, on y arrive. C'est quelque chose que je mets en avant beaucoup à nos étudiants. On est dans une génération du numérique et donc moi je leur demande de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est loin d'être la Bible. Et quand ils ont des questions, ou quand ils ont des affirmations, je leur demande déjà de vérifier aussi leurs sources et après on en discute. Et voilà, il faut vraiment aller chercher la vérité, quoi. Quelles sont les complexités que vous rencontrez aujourd'hui et quels sont les points aussi très positifs que vous rencontrez les uns et les autres aujourd'hui dans vos travaux respectifs? Bon, je vais faire l'ancien puisque je suis le plus vieux agriculteur là. C'était beaucoup plus simple dans les années 80 de s'installer. Exactement comme disait Henri. À l'époque, on nous proposait des terres, c'est-à-dire que vraiment, il y avait déjà un certain nombre d'agriculteurs qui ne reprenaient pas, les enfants ne reprenaient pas. Et donc, on avait beaucoup de facilité à trouver des terres pour travailler, ce qui est aujourd'hui beaucoup moins le cas.